Le problème en est que... Kii sama pick-up bi la ma doon jox Coly. Coly. Kii sama pick-up bi la ma doon jox.
moom wax naa ko moom si tamit waruñu woon déplacé. bi muy dem ci yoon bi sax loolu la ma doon wax. waaw mais ñoom. S'il vous plaît. Moussa Wa. ñëw leen ni naa la jox t-shirt RDV benn côté. à la place de CNN dégg nga. Avec docteur Younous. Si on termine, on commence par le Yanbin. Yanbin, c'est le responsable de la maison. Maïkor. On va au niveau de la pépinière. Il y a des choses que nous sommes en train de faire sur la foresterie. Après, on continue chez les agronomes. Une partie des agronomes. Vous savez, le CRD de Kolda a une particularité. Nous sommes plus nombreux que les animaliers, ou les responsables de production animale. Donc il faut qu'on rectifie le tir. Hein? Après, si on termine la visite là-bas, on revient. Je pense qu'on aura le temps de faire une pause café. Après, on va vers la nouvelle station. Dans la nouvelle station, maintenant, il y a à la fois des activités de production de semences pour le service zootechnique, gestion station et des essais agronomiques aussi. Donc ça peut prendre 3 heures de temps, 2h30. S'il n'y a pas beaucoup de questions. S'il y a des questions, ça va prendre 4 heures de temps. Après cela, maintenant, il y aura un point de presse, probablement le déjeuner pour les séquelles. Et ça sera la fin de la visite. Merci beaucoup. Si, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. On va. Ici, une précision. Ramzi. Ramzi. Donc, on commence par là. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. C'était en 80, je pense. Les histoires de 80. Il a été ici dans le cadre du projet. Les panneaux, quoi. Mais... Je devais faire l'élevage avant, hein. Mais maintenant, j'aime l'élevage. Je sais pas pourquoi. On collectionne maintenant des animaux chez vous. Maintenant, on va arrêter. T'en fais les animaux? Ils sont de l'autre côté. Ils sont là-bas. Ah. C'est ceux qui sont rapides, quoi. Le monde sera ton animal. Les critères devant. Et devant. Et tu vas poser des questions. Comment on vient de le Ah, mais le war a doon dernier. waaye bu ñu jël nag ñu ngi wax suñu sëriñ nag. Donc, Yoro Mbalo. Ça va bien? Elle est bien? Ak fële. Bon, vous écoutez? D'abord, le noyau était fermé, sans eux, donc on les a intégrés de façon participative pour qu'ils viennent, un, pour augmenter la taille du noyau, et deux, pour qu'il y ait cette participation des éleveurs dans le noyau de sélection, donc pour qu'ils se sentent vraiment entièrement actifs et partie prenante dans ce programme d'amélioration génétique. Donc nous avons le premier noyau qui est là. C'est pour connaître un peu la paternité des animaux qui vont naître ici, qu'on a divisé le noyau en trois troupeaux. Donc chaque troupeau, il y a un zénitheur dedans.
Et ça nous permettrait, quand on fait nos évaluations génétiques, de permettre de connaître en fait le taureau qui est le père de cet animal et de ce fait permettre d'évaluer et de classer les animaux en fonction de cela. Donc c'est pour ça qu'on a un noyau ici, l'autre noyau est là-bas, un troupeau, l'autre troupeau est de l'autre côté, il y a l'autre troupeau qui est là. Et là on les fait sortir parce que pendant l'hivernance, puisque souvent il y a de l'eau qui stagne au niveau des étapes, donc on les met ici pour qu'il n'y ait pas de problèmes sanitaires. Okay. Donc on peut aller et vérifier. Trois troupeaux de reproduction qui sont là. Et au niveau de ce troupeau de reproduction, donc, il peut y avoir des réformes. C'est-à-dire que les vaches qui ne sont plus capables, bien, de point de vue de leur âge, capables de reproduire, on les met à la réforme. Et au niveau à partir de 6 mois, on fait le sevrage. Quand les animaux sont sevrés, donc il y aura des mâles et des femelles. Donc concernant les mâles, on fait un test collectif jusqu'à de 6 à 18 mois. C'est-à-dire que de 6 à 18 mois, donc à partir de 18 mois, les animaux vont être classés. Donc les meilleurs de ces animaux vont venir pour subir un testage individuel. Et ce testage individuel, c'est 18 à 24 mois. Donc à partir de 24 mois jusqu'à 36 mois, on commence à diffuser ces animaux-là. Donc à chacun des niveaux, il peut y avoir des réformes, des femelles ou bien des mâles qui vont être réformés ici. Et au niveau des troupeaux multiplicateurs, c'est-à-dire que le noyau est fait de cette façon-là. Donc, une fois que les animaux sont capables d'être reproduits, on prend les 2 meilleurs qu'on va laisser au niveau du noyau. Les autres vont être ventilés au niveau des troupeaux multiplicateurs. Maintenant, c'est au niveau des troupeaux multiplicateurs qu'il va avoir la diffusion au niveau du troupeau à la base. Donc, et à ce niveau, il y a un renouvellement du troupeau. On peut prendre aussi au niveau du testage individuel pour le troupeau. Ça, c'était le schéma classique qui se fait ici. Maintenant, le schéma qui se fait avec les éleveurs. On a le noyau qui est là. Dans ce noyau, les unités sont sélectionnées et qui vont être au niveau du troupeau multiplicateur. Et au niveau du troupeau multiplicateur, le troupeau villageois, qui c'est le troupeau de base, il y aura des éditeurs qui vont être là-bas. Et pour qu'il n'y ait pas de consanguinité dans le noyau et pour pouvoir participer aussi les éleveurs dans cet effort de sélection, donc on prend des produits des vaches issus du dépistage, c'est-à-dire que soit des femelles ou des mâles, on les introduit dans le noyau. Et c'est ce qui se fait au niveau de la multiplication aussi. Et actuellement, puisque le noyau est ouvert, donc autour de cet effort de sélection, on a mis en place avec les éleveurs une coopérative, qu'on appelle coopérative des agro-éleveurs sélectionneurs de l'Andama, donc qui est la case Ndama. Comme vous le voyez, ils interviennent à tous les niveaux. Ils ont leur noyau au niveau du noyau, leurs animaux au niveau du noyau, leurs animaux au niveau de la multiplication et au niveau de la base aussi, donc ils interviennent. Donc ça, c'est le noyau d'ouverture qu'on a mis en place. Et dans ce noyau, on a eu à faire certains calculs de performance zootechnique, tels que l'intervalle entre les vélages, le poids à la naissance, le poids à 6 mois et le poids à 36 mois. Parce que le poids à 36 mois, c'est notre poids de diffusion. Maintenant, on ne s'est pas limité à ça, puisqu'on a commencé à diffuser depuis 2010. On s'est dit pourquoi pas ne pas faire une comparaison des unités qui ont été diffusées au niveau des villages et les unités des éleveurs, pour voir vraiment s'il y a un effet de sélection qui a été fait. Donc on a fait cette comparaison. On a regardé le poids à 1 mois, le poids à 6 mois pour les mâles, et pour les femelles et pour les mâles. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que je me suis perdu là. Voilà, c'est ça. Donc, cette étoile-là, c'est le troupeau avec 11 unités appartenant à l'éleveur. Et ici, c'est le troupeau avec 11 unités sélectionnées, qui est issu
du noyau de sélection. Donc le poids, comme vous le voyez bien, pour le poids à 1 mois, donc le produit issu de nos géniteurs a un poids supérieur au poids des éleveurs. Donc il en est de même pour tout le reste. Ce qui veut dire que cet effort de sélection que nous sommes en train de faire depuis 1972, avec la participation, comme on l'a dit, de tous les autres qui sont passés dans ce centre, le Dr Boy, Dr Talassila, Mohamed Moustapha Sissoko, Talasek, donc qui ont eu à participer à cet effort. Donc voici cet effet qu'on a eu vraiment à trouver. Et ça, c'était au mois de mars 2015 qu'on a regardé pour voir cet effet de la sélection. Pour les sevrer ou bien? Oui, on les isole pour le sevrer à 6 mois. On les isole aussi pour le sevrer. Le sevrage, il est brutal ou bien il est progressif? C'est un sevrage qui est progressif parce que l'animal, à partir de 3-4 mois, il commence à brouter de l'herbe. Donc c'est un sevrage qui est progressif. Vous sevrez, vous décidez demain, on les arrête? On les arrête. Mais quand on les arrête, c'est-à-dire quand on les sèvre, l'animal est resté toujours avec les autres animaux. C'est-à-dire que le veau commence à aller au pâturage. Mais c'est à partir d'une année qu'on va les introduire au niveau du pré-testage. À partir d'une année. C'est les critères de croissance. Hein. Donc c'est le poids, la croissance de l'animal. Ça, du poids à 18 mois, on fait un testage. C'est-à-dire que de 6 à 18 mois, chaque 2 semaines, on prend les animaux. Donc de ce fait, on aura une courbe de croissance et qui nous permet... Quel est le poids moyen sur lequel vous basez pour retenir le candidat? Non, il n'y a pas un poids moyen qui est là. C'est-à-dire que c'est un travail génétique qu'on va faire. Parce que quand tu considères un poids moyen, tu peux avoir les animaux qui ont, par exemple, les 2 poids égaux et qui sont égaux. Mais quand tu choisis un aliment par rapport, alors qu'il y a les facteurs environnementaux qui peuvent intervenir. Donc nous, on fait cette correction. Voilà. Non, même si on considère qu'ils sont dans le même environnement, une vache peut être, qu'on appelle effet maternel, est capable d'entretenir mieux son veau qu'un autre animal. Donc dans ce cas, il faut vraiment éliminer tous ces facteurs environnementaux pour amener les poids au même âge. Et là, il faut choisir à partir de ce moment ces poids au même âge. Ok, on va continuer. Si, waaw. Après mu demoon Louga la. Il faut qu'on calcule. Voilà. Nous sommes dans le lot du pré-testage. micro Bluetooth parce que am naa benn opérateur Bluetooth am naa wax kii bi. Composé de 24 sujets. Parmi les 24 sujets, on a 14 sujets. Si on se dit que s'il y a un cas de mortalité parmi nos géniteurs, il faut prendre le taureau de référence pour le remplacer. Et il y a un taureau qui reste. Maintenant, ces animaux-là font, ils ont moins de 2 ans. Là, c'est des animaux moins de 2 ans. On les met, les animaux qui ont 1 an sont de l'autre côté, qui vont signer le testage collectif. Ici, on fera un testage individuel pour ces animaux. On fait. Non, je reprends bien. Non, continue. Voilà. Non, voilà. Mais. Waouh, j'ai presque fini d'abord ce qui se fait ici. Les travaux qui se font ici, c'est ça. Ouais.
ma question est que vous avez dit que vous êtes en train de faire un pré-testage individuel. Ouais. Mais vous m'avez parlé que du poids. Est-ce que vous ne faites pas de mensuration? On amène l'animal au niveau du labo pour faire maintenant les tests de sperme. Oui, mais donc pas de mensuration autour au garrot. Autour au garrot, on ne le fait pas. Notre d'état, on ne fait pas ça. D'accord. Et l'alimentation, elle est comment? L'alimentation, les animaux vont au pâturage. Oui. Quand ils reviennent du pâturage, on les supplémente ici. Donc il y a le hangar là, c'est pour l'aliment. On a du niébé fourragé qui se trouve à l'intérieur. Jusqu'à présent, il reste du niébé fourragé. La fan de niébé fourragé. Okay. Voilà. Et dans cette complémentation, elle est individuelle ou bien elle est collective? Non, la complémentation ici, elle est collective. Elle est collective, on met ici. C'est-à-dire, si c'est un animal qui est par exemple malade ou bien un animal faible, on fait l'alimentation individuelle. On le met sur place et on le fait manger. Mais pourtant, on a des box individuelles, on peut bien les attacher et faire une alimentation individuelle. Ouais, Des mesures de croissance en fonction de la quantité et du refus. C'est-à-dire, quand on a un programme à faire, par exemple le test de qui? Le mémoire de Sidi de Tidjane, lui, il a fait l'alimentation individuelle. Systématique. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'en médecine vétérinaire, en élevage, on nourrit l'excellence. Parce que chez nous, les humains, quand on met le bol de chef, même celui qui a 0 en mathématiques, il va manger plus que les autres. Alors qu'en alimentation animale, il faut nourrir l'excellence. Celui qui fournit beaucoup plus d'efforts, celui qui croit le mieux, il faut qu'il soit nourri en fonction de cela. On prend un taux de refus, par exemple, de 10 ou 15% en fonction de la quantité distribuée. Quand le taux est inférieur, donc il faut augmenter, ou bien quand ainsi de suite. Pour pouvoir compenser tout ce qu'il y a besoin, ainsi de suite. Il ne faut pas niveler la base. Ce que je peux ajouter, si vous permettez, voilà, c'est qu'on a testé l'année dernière. Même les mesures de mensuration, on l'a eu à faire, la hauteur au garrot, la barométrie et aussi l'alimentation individuelle au box. Donc, ce qu'il faudra ajouter en matière de génétique, ce sont des effets, que ce soit l'alimentation ou autre, même si on les met dans les box, on peut essayer de corriger ces écarts en faisant nos calculs et vraiment classer les animaux. Donc, ça n'agit pas trop. C'est comme si on dit de prendre en compte l'effet de la trypanosomiase parce qu'il y a un animal qui est plus résistant que l'autre. Donc, ça aussi, on les amène au niveau des pâturages où sévit une incidence très élevée en glucine. Et là aussi, c'est l'animal qui va beaucoup plus résister, qu'on va considérer comme c'était un animal qui a cette capacité à résister à la trypanosomiase et qui va être sélectionné. Cette approche est défendable parce qu'on a des animaux qu'on a sélectionnés. Le fait de les mettre dans la même ration, ça permet aussi de voir les plus performants. C'est-à-dire qu'on les met dans les mêmes conditions, les meilleurs vont sortir. Ça aussi, c'est l'approche que vous avez vue et c'est défendable. Ça. On met tous dans le même bol, mais les plus aptes à utiliser cette bol-là, on va le voir dans la production. Oui, mais docteur, le problème c'est ça. Si vous êtes fort physiquement, vous allez manger plus que les autres. Et si maintenant au test on trouve que votre sperme est mauvais, alors que si on arrive à complémenter de façon individuelle, ça permettra également de voir de façon individuelle comment chacun peut avoir son expression. Bon, c'est difficile en travail, c'est sûr. C'est difficile en travail, mais si on peut le faire, c'est beaucoup mieux. Ouais, on l'a fait ça pendant 4 mois, donc ça veut dire qu'on peut le faire. Oui, mais ce qu'il ne faut pas aussi confondre, quand vous faites des essais pour voir l'effet alimentaire, ça ne peut pas s'appliquer à votre sélection. Oui. Votre sélection, c'est un problème de sélection génétique, alors que l'essai élémentaire, c'est un autre problème. Donc si vous confondez les deux problèmes, vous risquez d'avoir des résultats qui sont erronés. Quand vous voulez faire des essais alimentaires, allez prendre un autre lot pour le faire. Mais les animaux qui sont pour le testage, il faut les mettre dans les conditions idéales pour pouvoir faire la sélection normale. Vous avez parlé de supplémentation, vous avez la fan de niébé, je pense aussi que vous avez des graines de coton. Donc faites une ration alimentaire qui puisse permettre à ces animaux de s'exprimer. Voilà. Il y a juste une précision, c'est que puisque l'année dernière on avait fait des cultures de fans de pluie et en retour, quand ils vont récolter, ils nous donnent 50% de leurs fans. Ça nous a permis d'avoir un stock de fans, aussi bien de niébé que d'arachide, qui nous a permis, à partir dès le mois de mars, de commencer
supplémenter. Et ça nous a permis vraiment à éviter cette période de soudure et à maintenir le noyau en bonne forme. Et présentement, c'est vrai qu'ils ont continué à donner quand les animaux sont là. Et il y a, par exemple, cette visite-là, on les a maintenus, il fallait les donner. Il reste quelques kilos de fans de niébé. Et aussi, les grains de coton aussi, ça reste quelques sacs aussi. Parce que le stock qu'on avait, ça nous a permis de boucler la période difficile. Et donc, chaque année, on essaie de nous battre pour que cette situation soit maintenue, pour au moins permettre de maintenir ce noyau en forme. Okay. Donc, il y a les grains de coton. Je peux rajouter aussi que ça, c'est la mission régalienne de l'ISRA. Maintenir un noyau de sélection, c'est la raison d'être du CRZ. Et c'est dommage que ce soit un projet qui le mette. Donc, le directeur scientifique nous dit que l'ISRA doit se donner des moyens pour en tenir ces noyaux de base. Parce que c'est la base de tout le développement, de l'enrichissement du troupeau Ndama dans le Sénégal. Et puis, c'est connu maintenant que le Ndama sénégalais ou le Ndama gambien, c'est l'un des meilleurs Ndama. Et les Gabonais, attendez. Oui, voilà. Oui, mais c'est ça aussi la... Un patrimoine qu'il faut sauvegarder. L'État a le devoir de préserver et de conserver. Ce sont ces documents qu'il faut défendre devant le ministère en temps de l'élevage. Ça puisse se faire. Est-ce que vous avez pensé à récolter? Je pense que le projet... En fait, l'activité que j'ai présentée, je ne suis pas allée au-delà du projet. Donc, ce financement-là a été accepté. C'est déjà de génotyper, d'avoir le standard, parce qu'on ne l'a pas, le standard, le génotype du Ndama du CRZ, dans un premier temps. Deuxièmement, c'est de pouvoir faire un testage. Les animaux qui vont être retenus seront envoyés au CNAG pour que le sperme soit collecté, dilué et mis en paillettes et utilisé pour les éleveurs qui en veulent. Et même pour l'Andama, c'est sûr que l'exportation peut être. Donc c'est une valorisation de ce noyau. Donc le projet va dans ce sens-là. Mais le BEA d'abord, c'est l'entretien de ce noyau-là. Il faut qu'il vive. S'il n'y a pas d'entretien, les éleveurs ne viendront pas. Quand on a dit que le projet est arrivé, les éleveurs ont couru à récupérer les animaux. On a dit que c'est arrêté. Ils ont souvenance de la situation qui était avant. Donc on se doit se donner les moyens pour ces missions régaliennes de veille scientifique, de préserver le patrimoine génétique des ressources animales. Et ici, c'est le cœur de ce système. Depuis 92, on a ce truc. On est ici au niveau du prêtissage, mais le magasin qu'on a devant nous, après les récoltes, souvent on utilise les produits de récolte comme la fan d'arachide, le niébé fourragé et tout ce qui est produit de l'école des céréales. On stocke ça dans ce magasin-là, ce qui nous permet de mieux maintenir le noyau de sélection. Et donc en maintenant le noyau de sélection, on valorise aussi le fumier qui est mis en sac. Et vous avez le fumier. Ce fumier-là est utilisé pour les essais fertilisation et tout ce qui est fertilisation des essais au niveau de la production végétale aussi. Donc ça fait un lien entre la sélection et les productions animales et végétales. Ah, ça me fait parce qu'on passait, on a trouvé les Mais misez-le. Si, mais je suis arrivé à l'âge de 4 ans. C'est bon, ça tourne?
Voilà, Dr Dia, vous avez grandi dans ce bâtiment-là. Oui. Parlez-nous un peu de vos souvenirs. C'est vrai, c'est des souvenirs, des émotions. Je suis arrivé ici en 1976, mais je logeais en ville. Et en 1978, je suis venu loger ici avec mon papa, qui fut mécanicien ici. Donc je suis fils de mécanicien à l'ISRA. Et je suis devenu chercheur à l'ISRA par la grâce de Dieu. Donc c'est des souvenirs énormes, intenses. J'ai bourlingué dans cette brousse. J'ai joué comme un enfant avec tous les défauts de l'enfant, toutes les qualités de l'enfant aussi. J'ai appris à dompter la nature, j'ai appris à surveiller des chaleurs, j'ai appris à suivre les chercheurs et par la grâce de Dieu, je suis devenu chercheur. Et c'est dans ce bâtiment que vous avez été inspiré? Oui, je crois, parce que tous les matins, quand je me réveillais, je voyais l'environnement de la recherche. Il m'était difficile d'échapper à la recherche. Et donc j'ai orienté toutes mes études à la recherche pour devenir chercheur. Et vos enfants, est-ce qu'ils suivent vos traces? Mes enfants sont encore très petits, donc j'espère qu'ils deviendront chercheurs aussi. Mais ils ont la fibre scientifique en soi. Oui, un peu, assez curieux, posent des questions, parfois des questions qui se rapportent à la recherche. Mais c'est vraiment des souvenirs intenses que j'ai ici avec beaucoup de copains, mais surtout beaucoup de chercheurs. C'est pourquoi je dis que je suis l'un des plus jeunes chercheurs, mais l'un des plus anciens aussi. Voilà. Parce que depuis 1976, je suis dans le milieu. Voilà. Peut-être que l'autre qui est ma fille scientifique va devenir journaliste. Waaw jërëjëf fii nag ay souvenirs la fàttaliku yu am doole parce que ci kër gi suñu ginnaaw ci laa màggee donc 1978 ba 1998 fii laa dëkkoon sama papa nekk mécanicien biir ISRA donc ma topp tànku recherche. Ba léegi mujj nekk chercheur tamit biir ISRA mu nekk loo xam ne ay fàttaliku yu am doole la di doon fo comme xale yëpp tëdd ci ñax mi doxantu dàq nag yi dàq xar yi am jàmm ak ñi fi doon liggéey ñu nekk léegi samay papa samay nijaay donc vraiment su ma fi dellu soité xol bu fees lay am tout le temps. Voilà, ñu ngi lay gërëm. Mon labo me répond que si c'est... Et vous avez... Maintenant, avec le temps du profondeur, on faisait l'analyse microbiologique. Docteur Seck m'avait envoyé en Gambie, j'ai fait le stage là-bas. Après, j'ai travaillé avec les Gambiens pendant 3 ans sur la microbiologie du lait. Donc, on pouvait le faire. Mais il y a un manque de qui? Ça, je pense qu'on va vous mettre avec Madame Lo par rapport à ces aspects donc, de milieu de culture. Ce qui est possible. Oui, attendez, vous donnez la parole après. Oui. Vous avez un laboratoire. Vous pouvez essayer de voir tout ce qui est possible à faire. Les choses qui manquent, vous le dites. On va voir avec les autres laboratoires comment on peut vous aider à avoir ces choses-là. D'accord. D'accord. Vous avez parlé aussi des spermatozoïdes. Vous les analysez ici? Oui, on les analyse ici. Ça, c'est juste un microscope ou bien? Oui, c'est le microscope. Bon, il y a les matrices artificielles pour recueillir le sperme à partir de l'animal et tu viens directement au microscope. C'est pas vagin artificiel. Les vagins. Les vagins artificiels. Waouh, la dissection. Waouh, ça c'est... Voilà. On fait les captures de glucides. On fait les DAP pour voir maintenant. Quels sont les... C'est quoi DAP? Il faut expliquer. Les densités apparentes. Les densités apparentes des muscles, vous les capturez et vous venez ici les disséquer. Les disséquer ici pour voir s'il y a des... ici, il détruit les mouches et les regarde. Voilà, et maintenant c'est pour voir s'il y a des... S'ils sont infestés ou pas. Si ces moustiques sont infestés. Et on fait en même temps les prélèvements sanguins au niveau des troupeaux. C'est pour voir est-ce que ces moustiques infestés sont en contact direct avec les animaux. Parce que s'ils sont en contact avec des animaux, ils vont transmettre des trypanosomes aux animaux. D'accord.
C'est bon? Toi, tu voulais poser une question? Juste un commentaire. Des problèmes de microbiologie, je pense que si on connaît les espèces bactériennes, les bactéries lactiques qui sont dans le lait, on peut faire un milieu synthétique, c'est-à-dire à partir des besoins de l'espèce bactérienne, on peut créer un milieu synthétique ou bien un milieu semi-empirique ou bien semi-synthétique. Au moins, avec les conditions physiques, chimiques de développement, température, tout ça, on peut évaluer aussi bien la densité et dans ce cas, on pourra apporter les bactéries pour accélérer le phénomène de fermentation en conditions anaérobiques. Je pense que ça ne devrait pas poser en fait de problème. Si on connaît quand même les bactéries qui sont impliquées dans la fermentation. Non, le problème ne se pose pas. Comme il l'a dit, il a eu à subir une formation dans le cadre du projet Procodel au niveau d'ITC. Et dans ce cadre-là, il fallait même faire des analyses, faire des prélèvements. Parce que le problème qui se posait, faire des prélèvements, envoyer jusqu'à Dakar, il peut y avoir donc beaucoup de problèmes avec la chaleur. On a essayé même de mettre des stabilisateurs au niveau donc du lait. Et la solution, c'était quoi? De pouvoir faire les analyses sur place. Il a fait cette formation à ITC, et dans le cadre de ce, tout au cours donc, de ce projet, les analyses se faisaient ici. Mais le problème qui pose actuellement, étant donné que le projet est fini, il n'y a plus donc les éléments pour faire donc les milieux de culture. Mais je pense que maintenant, en rapport avec le laboratoire, on peut voir les possibilités de pouvoir vous mettre à votre disposition tout ce qui est donc réactif pour faire vous-même vos milieux et les conserver. Et maintenant, quand on fait maintenant les analyses, je pense que dans là aussi, une précision dans le cadre, quand on sort d'ici, on va visiter le puits du projet ISAID. Dans le cadre de financement ISAID, on va acquérir du matériel aussi, des autoclaves, une centrifugeuse, une haute afflux laminaire qui va nous permettre d'avoir vraiment un labo qui sera au moins plus fonctionnel. Et donc, c'est vrai que c'est la phytopatho qui avait demandé et l'entomologie, mais je pense que la haute afflux laminaire, ça va nous permettre aussi de pouvoir travailler dans des zones, milieux qui sont... Voilà, de façon concrète, quand vous aurez tout votre matériel, soit vous la faites venir pour voir, vous prenez sens avec vous les besoins en kit, les besoins en réactif, les besoins en capacitation, en formation. Et puis, bon, vraiment, je veux que dans les 6 mois, c'est pas pour faire régler. Moi, je n'aurais pas aimé revenir une prochaine fois. On me dit qu'on pouvait faire, mais non. Il faut régler les choses. D'accord? Et je pense que pour appuyer donc les centres, comme on a l'habitude de les centres régionaux, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les laboratoires au niveau des centres peuvent faire. Oui. Et si maintenant ça demande, par exemple, un niveau beaucoup plus élevé, raison pour laquelle on a parlé donc de relais entre les centres et donc le labo. Tout ce qui est analyse préliminaire, ils peuvent le faire. Et moi, je peux même aller plus loin pour dire que même les aspects donc de sérologie, je pense que même maintenant, on faisait la sérologie ici. Pour ce qui concerne la prévalence trypanosomienne, il suffit d'avoir le lecteur ELISA et de voir donc les pouvoir le faire. Maintenant, tout ce qui est peut-être beaucoup plus compliqué demande donc une PCR et ainsi de suite. Là, en rapport avec l'ENER, ça on peut le faire. Mais moi je recommande que les CRZ soient appuyés dans ce sens en matière de renforcement de capacité et également les équipements. Ça c'est important. Maintenant, l'autre élément c'est que quand on dit équipement, il faudrait également les équipements soient utilisés. Parce que moi je me souviens dans le cadre du PSAOP, tout juste quand je partais, il y avait tout un matériel neuf qui était ici. Et si on ne l'utilise pas, mais le matériel c'était là. Donc ça c'est tout à fait normal. Il faudrait que aussi, si on met à votre disposition un matériel, que ça suit également donc les programmes pour qu'on puisse utiliser ce matériel. Oui, vous avez dit ce que je voulais dire. Donc vous voyez, dans les 6 mois, quand vous avez tout ce matériel-là, vous allez voir une mission avec les gens du labo, même les microbiologistes du sol, parce que ça, vous avez du sol. Venez voir ce qui vous manque. On le connaît, si c'est possible, on l'a. Si on ne l'a pas aussi, à part ce qu'il y a là, essayez de voir ce qui est possible à faire, qu'on vous capacite, qu'on vous renforce et que ça puisse marcher. D'accord? Le matériel nécessaire pour faire l'analyse est là. On peut faire ça expérimenter la matière. Donc il y a un microscope. Allez de l'autre côté. Faites face au dessin. On peut venir en matière d'expertise pour une semaine peut-être. Ça suffira largement pour former le personnel. Et puis c'est faisable quoi. Voilà. C'est ce que je voudrais dire, que tout est fait après ici. Il reste juste les milliers de cultures. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, on y va. On considère que c'est bien. Oui, on considère. Il y a également ici une batterie. Ça fonctionne en fait cette batterie. C'est un milieu là. On va se déplacer sur le terrain. D'accord. Ensuite, il y a... Et qui seront reliés. On aura 3 puits forages de ce genre qui seront reliés. Et donc, on aura un bassin qu'on va installer au niveau de la ferme de 15 hectares, qui deviendra 20 hectares parce qu'on va augmenter 5 hectares de plus, pour qu'au moins on ait un système d'irrigation complet. Et donc ici, c'est un financement ISAID qui nous a permis de faire ce forage-là. Et l'équipe qui avait gagné le projet était là en train de faire le forage. Et à 9 mètres, ils avaient déjà atteint la nappe. Oui, mais
pour être plus prudent et pour avoir une capacité qui va nous permettre d'avoir de l'eau pour qu'on puisse remplir le bassin et avoir une pompe de relais qui pourra assurer une irrigation continue durant toute la saison, surtout la période où la nappe va descendre vers le mois de mai jusqu'au mois de juin. Ils ont préféré aller, puisqu'ici on est au niveau le plus bas, jusqu'à 26 mètres. Donc à 9 mètres on a la nappe, ils sont allés jusqu'à 26 mètres. Et le deuxième puits, ils sont allés jusqu'à 28 mètres. Le troisième puits, ils sont allés jusqu'à 30 mètres parce que le puits là est plus élevé. C'est en hauteur. Donc on a le premier puits qui est là. À 100 mètres de ce puits-là, de l'autre côté, on a le second puits. C'est la même forme et la même structure, c'est la même équipe qui l'a fait. Et après 100 mètres après le deuxième, on a le troisième puits. Et qu'on va raccorder, il y aura un bassin relais qui sera au niveau de la parcelle. Il y a une pompe de refoulement qui va nous permettre d'avoir un système d'irrigation pour faire l'expérimentation au niveau de la ferme irriguée. Et ça, c'est acquis grâce à l'USAID qui nous appuie dans ce cadre-là. Donc, on était profanes, on les a posé une question à savoir est-ce qu'on peut relier ces 3 forages au château d'eau qui est fonctionnel ou bien on répare l'autre château, on le met. Ils nous ont dit que puisqu'ici on est allé jusqu'au-delà de 25 mètres, le débit que vous allez avoir ici, vous le mettez dans le forage, le château va éclater. Donc on vous conseille, même si un expert vient pour vous demander de relier le château d'eau à ces 3 forages-là, il ne faut pas le faire parce que le seul forage peut faire exploser le château. Donc, d'où la nécessité d'acquérir le bassin de relais qui sera vraiment adapté à ces 3 forages, 3 puits forages, avec des termes spécifiques. L'appel d'offres est lancé au niveau de la DEC. Toutes les spécifications ont été étudiées en fonction de la puissance qu'on aura, du débit qu'on aura ici. L'appel, les DRP sont établis et c'est la DG qui gère tout ça. Même pour faire le puits forage, c'est la DG qui fait tout. Donc ils ont des spécialistes quoi. Oui, ils ont fait parce que nous on doit faire un puits forage comme ça. Il y a un expert qui nous a permis de faire l'étude globale du projet, les termes de référence, tout ce qui est besoin, tout ce qui est spécification. Rapprochez-vous de la secrétaire générale. C'est pour les fermes. C'est pour les fermes irriguées, mais ce n'est pas capillaire semence. Mais les fermes vont être où? On va y arriver. Il y a la parcelle de 5 hectares. Je ne pense pas que vous allez détruire cette végétation. Non, pas du tout. On est au niveau de la pépinière. La pépinière dans un état vraiment de délabrement avancé. Vraiment, c'était comme si la production animale avait trouvé les moyens pour sauver les animaux, mais nous, au lieu de sauver nos espèces forestières, on les coupe et on les néglige. Et donc, on a pris l'engagement avec les autres services de prendre les dispositions. Et on avait Sabali qui est là, qui travaillait dans la pépinière. Et on s'est battu pour avoir les moyens pour reprendre cette pépinière. Et pour préciser à Dr Yassine, le directeur du LENERP, que c'est ici qu'on a fait la formation sur les techniques de pépinière pour le projet WAP Jachère, coordonné par Farmania Cissé. Et c'est eux qui nous ont produit ces plans-là. Les 3 plans-là que vous avez vus, c'est eux qui les ont produits, les producteurs qui ont tout fait. Depuis la collecte du fumier jusqu'au rempotage et à la semis. Et donc, en plus de cela aussi, il y a les techniques de greffage qu'ils ont fait à l'intérieur. Donc, pour être plus rapide, donc, je vais vous laisser avec Sabali. On va faire le tour. On fait le tour, il nous explique. Il est appuyé par un stagiaire professionnel, Sambangui Diouf, qui est ingénieur des eaux et forêts et qui a travaillé avec nous dans cette pépinière. C'est grâce à eux qu'on a pu vraiment produire autant de plants. Et donc, il va vous expliquer les étapes. Là, on a la production d'agrumes et de manguiers qui est destinée à la vente et pour faire le greffage, pour avoir des ressources propres. De l'autre côté, on a les espèces de haies vives et de banques fourragères. Et les espèces de haies vives, c'est destiné au projet World Vision Banane pour faire la clôture. Et donc, Sabali pourra faire le tour avec vous pour vous expliquer vraiment ce qu'on a. Et si on quitte ici, on pourra aller au niveau de la collection de Sabah sénégalais sur le mat et le tol. Et aussi au niveau de la collection de la mangue aussi. Ouais. Oui, ça me rajeunit de 10 ans. On avait tout planté. Oui, CRZ. Pour le renforcement de la pépinière, nous allons produire 10 000 plants en collaboration avec le CRZ là, et nous allons mettre en place une plantation que nous allons gérer ensemble.
il est prévu avec la directrice du centre de faire une mission spéciale d'évaluation. Et ils nous diront combien ça va coûter. Et on essaiera de mettre les moyens à leur disposition. Ancien du CERZ. Voilà. C'est les gens qui sont venus pour la formation, qui ont eu à faire le rempotage, ils ont fait ce travail, en tout cas c'est le fruit du travail de la formation. Donc on leur a initié les techniques de rempotage, les techniques de greffage, de semis, tout. Et donc c'est durant cette période qu'on a eu à faire ce petit travail que vous voyez ici, avec l'appui de l'ingénieur Sambangoui. Donc si vous venez aux diverses variétés que vous avez ici, vous avez le lenké, et ici c'est la gola, ça c'est la gola. Ce que vous voyez de l'autre côté, ça c'est le lenké, mais ça c'est la gola que vous voyez comme ça. Bon, cette pépinière n'est pas tellement une pépinière que nous avons... on a voulu seulement maintenir le statu quo. Parce qu'à un certain moment, comme dit le chef de centre, on n'avait rien du tout. Donc il n'était pas normal quand même qu'il y a le directeur en tant que chef de centre, en tant que forestier, qu'au niveau du CERZ, qu'on n'a pas au moins quelque chose dans le cadre de la foresterie. Donc il a mis peu de moyens pour qu'on puisse faire ce que vous avez vu comme ça. Donc ça c'est la... Non, ça c'est le lenké. Lenké, c'est quoi? Afzelia africana. C'est une espèce qui est menacée, qui est dans la zone. C'est l'arbre, le grand arbre que vous avez là-bas au niveau des pieds. C'est une espèce qui est menacée. Et donc, nous, quand on a vu les semences, on a récupéré pour le produire. Vous allez vous rendre compte aussi, à l'intérieur, on a le tulukuna, le Carapa porcera, et les tradipraticiens. Bon, c'est utilisé en pharmacopée, le bois est utilisé et c'est très protégé par le ven. Le ven. Ils sont des arbres protégés. C'est des arbres protégés. Donc là... Au niveau du centre. Donc ces planches-là, nous avons au moins 3000 plants ici. Qui attendent un acquéreur. L'unité c'est 500 francs. Les pieds. Donc ça attend un acquéreur. Donc il y a 3000 plants qui sont là. Et vous avez des agrumes. Ça c'est des agrumes qu'on appelle le bigaradier, compte tenu de sa résistance. Donc ici vous avez cette variété là, c'est brigadier, c'est ton nom original. C'est comme ça. Mais c'est bigaradier, c'est des agrumes, c'est des espèces. Ça n'a rien à voir avec brigadier. Non, pas brigadier, c'est bigaradier. Ici vous avez la variété Volcameria, c'est du citron, mais c'est du citron amélioré, aussi qui est au même titre que le bigaradier. C'est des variétés qui sont résistantes, qu'on a constaté pendant les périodes de mise en collection que nous avons mis ici. Nous avons constaté que c'est l'une des deux variétés qui sont les plus résistantes. Mais le reste, c'est des bigaradiers. Et il faut préciser qu'améliorer les productions, mais aussi on le fait pour la production. Et celui qui n'est pas greffé, on le vend à 500. Celui qui est greffé, ça varie entre 1000, ça dépend, 1500 jusqu'à 2500. Et ça nous permet non seulement d'avoir des produits propres, d'améliorer la visibilité de ce qu'on fait avec les populations, mais aussi de s'appuyer sur ça pour assurer la formation des producteurs. Et donc là, on a les agrumes, là-bas, on a les manguiers et d'autres espèces, et ici, on a... Comment? Non, vous êtes venus pour la foresterie. Normalement, vous ne devez pas poser cette question, parce que ça, c'est vous et nous. Et aussi Nguer, c'est nous deux. Non, c'est Nguer, mais nous, on est Nguer, on est foresterie, on est production. Toi, c'est l'ISRA. On est tout. Toi, tu es l'ISRA. On est tout maintenant. Toi, tu es l'ISRA. Nous avons ici, comme vous le remarquez, par ligne, mais c'est par espèce. Nous avons au moins 4 espèces, 4 variétés. Donc la grande naine, la robusta et la Williams. Nous avons aussi le plantain, le banane plantain, qui est là-bas en haut. Là. En haut là-bas. Donc nous avons au moins ces 4 variétés ici que nous conservons pour qu'au besoin, là, en formation, et s'il y a des gens qui veulent des chouches, donc ils peuvent venir ici avec... c'est pour ça qu'on a voulu conserver ce
Le seul problème qu'on a, on est un peu menacé par les singes. C'est les singes qui les attaquent. Qui récoltent comme ça. Mais c'est des bananes plantains et qui produisent bien ici. Hein, ça produit. Pour les singes, il faut demander. Non, les singes, il faut un gardien tout court. Quand il y a un parc en bois, il faut un gardien. Et après aussi, il faut souligner qu'il y a les problèmes de mouchement et tout, qu'on est en train de voir comment régler ces problèmes-là avec la recherche, les services de développement et autres. Donc nous, on a produit des porte-greffes ici qui vont nous permettre de faire le greffage et d'assurer une multiplication et pouvoir faire bénéficier les producteurs des formations. Et là, vous avez une espèce qui est très menacée, dans la zone, le Tulukuna. Tulukuna, le Carapa procera. Oui, on a une dizaine de pieds qu'on a produits ici. Et ça nous permet aussi de reprendre cette espèce-là qui est une espèce menacée. Et je pense avec le laboratoire production végétale qui travaille sur la culture in vitro, ça serait intéressant de voir comment multiplier cette espèce-là. Massa. Les techniques de multiplication horticole sont maîtrise, d'accord. Donc dans ce cas-là, ça. On fait à Djibelo, ouais. Et vraiment c'est une espèce intéressante à introduire. Donc il faut amener aussi à ce que les gens s'introduisent dans les parcelles. Comme c'est maîtrisé, ça c'est une bonne chose, sinon ça va disparaître. Oui, c'est ça. Donc vous avez les manguiers. On pourrait les démultiplier à Dara, par exemple. Bon, c'est une espèce qui est très résistante pour la zone sud parce que c'est endémique à la zone sud, en zone humide. C'est endémique à la zone humide. Le MAD qu'on n'a pas Sabah sénégalensis, on l'a retrouvé jusqu'à Saint-Louis et aussi au niveau du Ferlo. Mais les gens prennent la précaution de l'arroser. L'arbre, ce qu'il a besoin, c'est l'eau. Vous assurez l'eau et la fertilisation. Un certain microclimat. Vous assurez l'eau et les fertilisants. Vous essayez de voir est-ce que vous pouvez avoir un petit microclimat qui lui permet de s'exprimer. Il va je vais amener, je sais pas, je veux quelques plans de ça. Oui, après on verra comment on va mettre une à votre disposition, une ou deux à votre disposition pour le Pour qu'on puisse faire. D'accord. Multiplication, mais ça, si vous voyez, on a les espèces fourragères qui est là, l'espèce fourragère, le Grisacépium, et qui nous permettent aussi de faire les haies vives et apporter du fertilisant pour faire les cultures en couloir ou cultures en bande. On l'avait fait l'année dernière avec un stagiaire qui a soutenu un mémoire de DUT là-dessus. Et donc là, vous avez le Mérifera. Et l'autre lot, c'est Acacia leita. Donc, c'est deux espèces qui nous permettent d'avoir des haies vives et de protéger. Et ça, c'est produit dans le cadre d'une collaboration avec le projet World Vision Banane pour leur permettre, ils ont mis du grillage, au fur et à mesure qu'on avance, on va se rendre compte que soit c'est le grillage qui se détériore ou bien les gens passent et ils coupent le grillage. Ou bien on peut même le déplacer. Ou bien le déplacer. Mais ils nous ont proposé de produire les plants. Et on a produit environ 2500 plants pour eux, pour renforcer la clôture de 60 hectares qui est utilisée pour la production de bananes. Et là, dans ce projet-là, on travaille avec le CRA de Saint-Louis et l'herbe latinaire. J'ai entendu que même le serpent ne passe pas. Non, même si vous avez un serpent, vous le mettez à l'intérieur, il ne sort pas. Il va mourir à l'intérieur. Dès que ça rentre, il ne sort pas. Mellifera. Vous vendez le plan ici à combien? Bon, actuellement, ça varie entre 250 et 500. Ça dépend des demandeurs. Mais ça dépend des demandeurs aussi. Ça varie entre 250. Il y a ce Djibelor, ils vendent ça à 100 francs. Mais nous, quand on a commencé avec les projets, on a essayé de sortir le prix sorti pépinière. Et on s'est rendu compte que si on va à 100 francs, on paie. Coût de production. On ne va pas avec 100 francs. Donc le minimum c'est 250, le maximum c'est 500. Donc c'est ça, pour ces samples. Dans ce sens-là. On est en train de travailler dans ce sens-là. Mais aussi il faut savoir une chose. Nous, en ce qui nous concerne, pour le CRZ, pour les semences, pour la production, tout ça là, on peut l'assurer. Mais il faut aller chercher les moyens. Par exemple, ça, CRZ c'est 40 km. Ce qu'on a collecté ici c'est 13 km. Pour le produire, prend 13 km, chaque mètre, 50 cm, il faut mettre un plat, ou bien chaque 25 cm. Il faut les gains, il faut remporter, il faut les techniciens pour pouvoir remporter la main-d'œuvre. Il faut arroser pendant au moins 4 à 6 mois. Voilà, donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'actuellement, on a été pris dans le cadre du projet World Vision, on l'a déjà évacué, il nous reste des semences et des gains. On va
commencer à produire pour au moins prendre la bande qui est face aux populations et stabiliser cette bande-là. Dès que vous arrivez au niveau de la parcelle de 15 hectares, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du grillage, on a presque plus de grillage, c'est les mérifères qui restent là-bas. Et ça a été fait avec les OF, en collaboration avec les OF. Bon, vous avez déjà l'expertise chez vous. Vous avez des forestiers et tout? Non, même pas de Tara. Il y a Linger. Ouais. À Isla Production. Il y a quelqu'un là-bas qui est un technicien forestier. Ouais. Elle va faire son point de presse. Je pense qu'on peut avancer. Ouais.